Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog de série. J'ai commencé hier soir Belladone, il faut pas que je me trompe avec Belladonna, qui est un titre que j'ai reçu dans une fairy loot. C'est l'intégrale de la série Belladone de Michelle Rowan. Ça parle de vampires, c'est une duologie. J'ai commencé le tome 1 hier soir, je suis page 38, chapitre 4. Du coup, je vais pouvoir vous dire de quoi ça cause au départ. On fait la rencontre de Gillian qui travaille dans une boîte de quelque chose comme spéculation financière ou comptabilité ou un truc comme ça. Bon, elle est pas super douée en maths, mais elle est intérimaire. Elle prend ce qu'on lui donne et là, pour le coup, elle est partie chercher du café pour ses collègues et pour elle-même. Et en revenant de son aventure chez Starbucks, forcément, il n'y a qu'une seule marque de café, cafétéria aux États-Unis puisque ça se passe à San Diego. C'est Starbucks. Donc elle revient et quand elle revient, elle voit sortir de l'ascenseur un des scientifiques qui travaille dans un laboratoire de recherche pharmaceutique qui se trouve dans le même établissement que l'entreprise pour laquelle elle-même travaille. Et cet homme bloque l'accès à l'ascenseur qu'elle aimerait prendre et surtout il a une seringue dans la main. Débarque un mec balafré avec un bandeau sur l'œil style pirate, bourré de cicatrices, très effrayant et pas vraiment ragoûtant, qui braque le pharmacien avec une arme et Gillian va être prise en otage par le pharmacien qui va lui injecter le produit qui se trouve dans la seringue et il se trouve que ce produit est un poison qui s'appelle Belladone et qui a des propriétés spécifiques. Je vous le donne en mille. Le fameux mec ténébreux balafré, c'est un vampire et non pas un vampire puisqu'il est mi-humain, mi-vampire et il fait la chasse aux vampires. Ce produit, il est très intéressé par ce produit parce que son père adoptif, un humain, a participé à l'élaboration de ce sérum. Et du coup, il se retrouve avec Gillian sur les bras parce qu'il est censé protéger le sérum et donc pour l'instant protéger Gillian puisque le sérum est en elle. D'après le résumé, Gillian va devoir faire un choix entre mourir, puisque le sérum va la tuer à petit feu, ou, je ne sais plus, peut-être devenir un vampire. Soit mourir des mains de Declan, qui est donc le vampire, soit mourir du poison. Donc super comme choix. Pour l'instant, j'en suis au tout début. Declan et Gillian sont en fuite. Enfin, Declan a enlevé Gillian. Et ils sont poursuivis par des cerfs de sang. Alors cerfs, S-E-R-F, comme les cerfs de la royauté à l'époque au Moyen-Âge. D'ailleurs, ça s'écrit pas avec un S. Si. Ouh. Si, ça s'écrit avec un S. Bravo Noémie. Ne doute pas de toi-même. Bref. Et c'est la mouise. Voilà. Ils sont rattrapés et ils vont devoir défendre leur vie. Enfin, Gillian, concrètement, va pas pouvoir faire grand-chose. Mais Declan va tenter de protéger sa vie et celle de Gillian. Declan, Gillian, ça rime. C'est poétique. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est assez rythmé. C'est plutôt... Pour l'instant, il y a plutôt pas mal d'action. J'apprécie le personnage de Gillian. J'aime bien la façon dont elle appréhende toutes les énormités que lui balance Declan. J'apprécie le fait qu'elle n'ait pas sa langue dans sa poche, même si je pense que c'est en partie dû à la panique qui la traverse parce qu'elle elle redoute de mourir et elle sait qu'elle est empoisonnée. J'ai hâte de voir l'évolution de son personnage et Declan m'intéresse aussi. Je suis surtout intriguée par sa nature et ce que ça va engendrer pour la suite de l'histoire. J'ai extrêmement mal au bras à tenir mon téléphone de cette manière. Donc, je vais vous laisser pour l'instant. Je reviendrai vers vous, je pense, quand j'aurai atteint peut-être la page 100. Je vais voir combien de pages fait le tome 1. Et puis, en fonction, j'essaierai peut-être de vous reprendre à peu près au tiers. Je pense que ça peut être pas mal au niveau nombre de fois où je vous parle dans cette série. Puisque comme c'est une duologie, je vais avoir moins de tomes à lire, forcément, que pour une trilogie, ce qui est logique. Ce que je dis n'a aucun sens, enfin si c'est très sensé, mais c'est tellement logique que je devrais même pas avoir à le dire, et je ne sais pas pourquoi je le dis, je blablate de nouveau, pour ne rien dire. Donc, je vais m'arrêter là, je suis fatiguée. Et je vous reprendrai quand j'aurai un petit peu avancé dans l'histoire. On est mardi, je pense que ce sera jeudi. Ou peut-être demain soir.
ou demain matin. On verra. Hello, comme promis, je vous reprends après avoir atteint le premier tiers du tome 1. Je suis page 103, chapitre 10. Alors, je vais pas pouvoir vous dire grand chose de plus par rapport à l'histoire et à ce qui se passe, puisque concrètement, Declan et Jill ont réussi à se sortir un petit peu du pétrin. Je pense que ce vlog va être un vlog... Je vais essayer de pas forcément vous spoiler. Ou pas. je vais vous parler de l'histoire comme elle vient. C'est une série qui a... C'est une vieille série. C'est une série qui a plus de 10 ans. En 2022, ça faisait déjà 10 ans que Brajlon l'avait édité. Donc, je pense que je peux me permettre d'y aller au niveau des spoilers. Et si vous n'avez pas envie de savoir ce qui se passe dans cette histoire dans les détails, je vous invite à lire la duologie et à revenir regarder cette vidéo quand vous l'aurez fait. Ce sera plus simple, je pense. Et puis, ça va changer un petit peu des autres vlogs de séries que j'ai fait jusqu'à présent. On va tester ce format-là où je vous spoil un petit peu l'histoire. Donc, Declan et Jill ont réussi à se sortir du pétrin dans lequel ils s'étaient fourrés avec les cerfs de sang qui leur couraient après. Ils ont réussi à se dépêtrer. Mais, Declan, et ça je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que je crois que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Declan donc est un demi-vampire. Son père était un vampire qui a violé et laissé sa mère pour morte alors qu'elle était enceinte de lui. Alors qu'elle était enceinte de lui ou... Non, pas alors qu'elle était enceinte de lui, c'est lui qui l'a mise enceinte. Donc le père biologique de Declan est un vampire. Et son père adoptif, qui a recueilli sa mère alors qu'elle était sur le point de mourir, a créé, et quelqu'un qui travaille vraisemblablement dans... C'est un scientifique, puisqu'il a créé un sérum qui permet à Declan de réfréner ses appétits en tout genre, ses appétits de vampire, que ce soit au niveau de la soif du sang, au niveau de la violence et au niveau du sexe également. Puisque ses sensations sont exacerbées, etc. Et Declan doit s'injecter toutes les 3 heures ce sérum dans l'estomac. Le problème, c'est que les cerfs de sang les ayant rattrapés, ils ont plutôt bien amoché Declan, qui n'est pas mort évidemment, sinon ce serait pas drôle, c'est le personnage principal avec Jill. Mais Jill, pour s'en sortir, leur a filé la pochette dans laquelle Declan gardait son sérum, en leur faisant croire que c'était le sérum qu'ils cherchaient eux. Je vous rappelle que le sérum que les cerfs de sang recherchent, c'est le sérum qui a été injecté à Jill au début de l'histoire, et qui est un poison contre les vampires. Donc en fait, les cerfs de sang sont les larbins un petit peu des vampires, et il a été question d'un roi des vampires qui s'appelle Mathias, et donc c'est ce roi des vampires qui est à la recherche de ce poison, qui s'appelle donc la belladone. Donc, Jill, pour se dépêtrer de cette affaire, leur a filé le sérum de Declan en leur faisant croire que c'était la belladone. Du coup, Declan étant mal en point, il va rester plusieurs heures dans les vapes, et donc pendant plusieurs heures, il ne va pas prendre son sérum. Et en fait, ça va faire une énorme différence, parce que le Declan qui prend son sérum et dont les appétits sont réfrénés est une machine. C'est un homme qui ne ressent quasiment aucune émotion, qui a des discussions limite monosyllabiques. Monosyllabique, c'est ce que j'ai dit, hein. Je crois. Et le Declan, qui n'est pas sous l'influence du sérum, est quelqu'un de beaucoup plus humain, qui a des sentiments, qui est capable de compassion, qui est capable d'appétits en tout genre, que ce soit en termes de nourriture ou d'attirance physique, d'attirance sexuelle envers Gillian, qui est une femme qui est plutôt jolie vraisemblablement. Donc c'est intéressant, l'évolution de la relation entre les deux personnages, jusqu'à ce qu'ils réussissent à... Alors, ça y est, Gillian croit que les vampires existent, puisqu'elle a assisté à la mort de l'un d'entre eux. Ils se sont arrêtés pour se ravitailler, ils ont été attaqués. Declan a dû tuer un vampire, donc elle a constaté qu'effectivement les vampires existaient. Et que quand on les tue, ils se désintègrent en cendres fumantes. Voilà. Et donc ils arrivent enfin dans le QG où vivent des scientifiques, où vivent d'autres tueurs de vampires, et le père, non pas biologique, le père adoptif de Declan, qui est censé soigner Jill, ou qui en tout cas a participé à la création de la belladone.
Jill, elle, est extrêmement malade. Alors, elle a des phases où elle se sent très bien, mais elle a aussi des phases où elle a d'énormes crampes d'estomac, elle a l'impression qu'elle va mourir, elle régurgite une substance qui s'apparente à de l'encre, une substance noire vraiment abominable. C'est dégueulasse. Et ils viennent donc d'arriver au QG et Declan a pu s'injecter une dose de sérum et il est redevenu la machine pas vraiment intéressante et pas vraiment sympa qu'on a pu rencontrer au début de l'histoire. J'en suis là pour l'instant au niveau du pitch. Au niveau des personnages, je les apprécie plutôt bien, mais alors, évidemment, on va parler du syndrome de Stockholm. Enfin, je vous mentionne le syndrome de Stockholm parce qu'il n'est pas mentionné dans cette histoire pour l'instant, mais l'héroïne est bien consciente que elle n'a pas envie de ressentir ce qu'elle ressent, mais que d'un autre côté, bah, cette facette du Declan qu'elle a découvert quand il n'était pas sous l'influence du sérum, sans aller jusqu'à dire qu'il lui plaisait, elle n'était pas non plus complètement rebutée par lui. Et elle regrette qu'il se réinjecte le sérum, ce qu'on peut comprendre parce que c'est vraiment un con. Quand il est sous l'influence du sérum. Comme dit, c'est pas quelqu'un de très sympathique. Et Declan, je pense, lui, est victime des préjugés et de l'endoctrinement de son père adoptif. Je me demande si il n'y a pas une autre excuse derrière sa prise du sérum que réfréner ses appétits. Je me demande si son père adoptif n'a pas d'autres objectifs. Je ne sais pas encore lesquels, mais voilà. Et je pense que Declan, pour l'instant, est assez aveugle par rapport à ça. J'espère que, je suppose, je suis même quasiment sûre que ça va évoluer au fur et à mesure de l'histoire grâce à Gillian. En dehors de ça, pour l'instant, niveau personnage, c'est à peu près tout. L'histoire a l'air sympa. J'ai par contre un problème avec le style de l'autrice. Je trouve que c'est pas hyper bien écrit. Ça laisse vraiment à désirer. Il y a quelques punchlines qui sont assez marrantes, mais on a aussi pas mal d'humour un peu lourd. Je pense notamment à un moment où Declan lui fait une réflexion du style « Je sais que vous êtes blonde, mais je ne crois pas que vous soyez stupide. » Voilà, donc on a une blague de blonde, au moins, dans cette histoire. Et puis, comme dit, il y a certaines expressions, certaines phrases qui ne sont pas forcément tournées de manière hyper fluide ou naturelle. C'est moyen au niveau du style. Malheureusement, les quelques bons mots ne rattrapent pas pour l'instant le style de l'autrice à mes yeux. Pour le reste, je n'en sais pas plus. Je suis intéressée par l'histoire. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Je trouve que Gillian est assez naïve de croire que ils vont juste la laisser repartir quand ils auront fini leurs examens, parce que concrètement, elle vient de découvrir l'existence des vampires, elle sait où se trouve leur base secrète, entre guillemets. Je suis désolée, mais je ne pense pas qu'ils vont accepter de la laisser repartir dans la nature juste comme ça. Donc bon, on va voir. Je vais continuer ma lecture et puis je reviendrai vers vous du coup quand j'aurai atteint la page à peu près 200, 180, quelque chose comme ça. À peu près aux 2/3 pour vous en dire un petit peu plus. Je pense que je devrais avoir une meilleure idée de où vraiment va nous emmener l'histoire. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment eu beaucoup à faire à des vampires. Il y en a, évidemment, il y en a eu, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir aussi leur point de vue de l'histoire. Donc, parce que les cerfs de sang, concrètement, ils veulent le sérum pour protéger les vampires. Et comme dans la plupart des histoires et comme dans la vie en général, je pense pas qu'il y ait que du tout blanc et du tout noir. Je pense que certains humains peuvent être absolument abominables et je pense que pourquoi pas dans cette histoire. C'est pas toujours le cas dans toutes les histoires de vampires, mais pourquoi pas ici. Peut-être que les vampires sont pas tous des monstres abominables. Donc on verra comment ça va évoluer. Pour l'instant, je vous laisse et je vous reprendrai un peu plus tard dans l'histoire. On est vendredi, je vous reprends le lendemain du dernier clip que j'ai tourné pour vous dire que j'ai avancé dans Belladone et j'ai réussi à atteindre les 2/3 comme j'avais prévu de le faire. Je suis chapitre 19, page 198. Il me reste 80 pages, je crois.
90 pages. Ouais, 80 pages, à peu près 80 pages, pour le terminer. Alors, trigger warning, tentative de viol, agression sexuelle, bestiole dégueulasse, description explicite de blessures. Pour l'instant, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Mais, voilà. Juste après vous avoir quitté, j'ai assisté à une scène absolument dérangeante dans laquelle le père Declan n'est pas quelqu'un de particulièrement sympathique. Ça, j'avais déjà compris qu'il y avait un problème avec lui. Mais il veut s'assurer que la belladone qui s'est retrouvée dans l'organisme de Jill, fonctionne bien. Donc il va l'enfermer dans une pièce avec un vampire. Sans lui dire. Évidemment, la belladone fonctionne. Et non seulement la belladone est un poison pour les vampires, mais c'est un poison particulièrement vicieux et efficace puisqu'il attire irrésistiblement les vampires également. Et le problème, c'est que dans cette version des vampires, enfin dans le type de vampire qu'a écrit l'autrice, leur pulsion meurtrière et leur soif de sang s'allient à un désir sexuel absolument exacerbé. Et donc on assiste au presque viol de l'héroïne, c'est génial, par un vampire qui n'a pas le temps d'aller au-delà des attouchements. Il commence à la déshabiller et il réussit à glisser une main dans son pantalon, en gros. Mais il s'arrête parce qu'il se rend compte qu'il y a un problème avec son sang et effectivement, il explose en cendres. Voilà. Donc, expérience réussie. Youpi! Ouais, on n'aurait pas pu trouver un autre moyen de... Alors au début, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais attends, ils lui ont prélevé du sang quand elle est arrivée. Ils ne pouvaient pas juste le faire ingurgiter au vampire. Et en fait, non, parce que plus tard, on apprend que la belladone à l'air libre perd ses propriétés. Ouais, forcément, sinon, c'est pas drôle. Bref, donc voilà. Ensuite, donc Gillian est furieuse. Et alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, Declan, avec son histoire de sérum là, qui réfrène ses pulsions, il l'a pas pris pendant presque 12 heures parce que Gillian l'a donné au cerf de sang. Mais dès qu'il est revenu au centre, en gros, il l'a repris, donc il est redevenu, je crois que je vous l'ai dit, il est redevenu le vampire fade. Et qui ne ressent absolument aucune émotion. Et donc, juste après cette scène où Gillian est presque violée, agressée, mordue, etc., on comprend quelques... Je crois qu'il y a 36 heures à peu près qui se déroulent, ouais, qui passent. Il y a à peu près 36 heures qui passent. Bon, il se passe des choses pendant ces 36 heures. Hein. Gillian en apprend un petit peu plus sur les vampires, sur Mathias, le roi des vampires. Elle découvre que Mathias est le père de Declan. Et elle découvre tout ça grâce à Nolan, qui est un des... C'est pas un des scientifiques, c'est un petit peu le larbin, l'homme à tout faire. Il est là en soutien pour l'équipe de scientifiques qui est sur place. Et c'est lui qui est super gentil avec elle et qui lui apprend certaines choses parce qu'il estime qu'elle a le droit de savoir. Après tout, elle est au cœur de l'intrigue, on va dire. Et donc 36 heures plus tard, Gillian comprend que Declan, suite à cette scène à laquelle il a assisté, impuissant, il a décidé d'arrêter de prendre son sérum. Parce qu'il n'accepte pas de rester là sans rien faire alors qu'elle souffre et qu'il a promis de la protéger. Donc il a arrêté de prendre son sérum depuis plus de 36 heures. Et donc on assiste à une scène de sexe entre Gillian et Declan, puisque ses instincts de vampire et ses instincts d'homme aussi tout simplement hein, sont de nouveau présents et pas forcément si exacerbés parce qu'il est à moitié vampire donc forcément exacerbé. Mais voilà, c'était une scène bien écrite, enfin relativement bien écrite, pas non plus extraordinaire. Je vous ai dit que j'avais un problème avec le style autrice. Je pense également qu'il y a un problème de traduction qui est très mauvaise. Il y a pas mal de problèmes de concordance des temps, de petits mots, de jonction, pas de conjonction, de jonction qui manquent dans les phrases. Voilà. Donc je pense que c'est pas uniquement dû au style de l'autrice, à mon avis, c'est aussi un problème de traduction. À part ça, on découvre que le père de Declan n'est pas en fait à la tête de l'institut, c'est une femme, qui je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une scientifique qui mène des expériences et qui crée des vampires, donc comme Declan, mais
il y a deux types de vampires différents. Il y a les vampires qui, comme Declan, sont issus de l'union d'une femme humaine et d'un vampire extrêmement puissant et on va dire de première génération, entre guillemets, enfin très vieux, blablabla. Et donc ça fait des vampires comme Declan qui sont mi-humains, mi-vampires et dont la part humaine prend le dessus. Et on a des vampires qui sont issus de l'union de femmes humaines avec des vampires, mais des vampires ridicules, minuscules, enfin, comment dire, très jeunes, et voilà. Et là, ça crée des monstres. Et pas uniquement dans le comportement, mais aussi physiquement. C'est des créatures vraiment difformes, avec des malformations, une dentition extrêmement aiguisée, mais pas vraiment les deux crocs caractéristiques des vampires, vraiment juste la dentition aiguisée, glabre, dégingandé, avec une bosse dans le dos, très pâle, enfin voilà, vraiment des monstres. Et l'un de ces vampires, qui est un bébé, en fait, globalement, parce que même s'il fait à peu près 1m50, la croissance des vampires est extrêmement rapide, donc c'est un vampire qui est né il y a peu de temps, qui va réussir à s'échapper du truc et qui va les attaquer. Et voilà, et en gros, après ça, la scientifique qui jusqu'à présent, enfin qui était gentille avec Jill et le père de Declan vont lui exposer un petit peu la situation, lui expliquer qu'en fait la belladone qui court dans son organisme, c'est un petit peu le truc de la dernière chance pour tuer Mathias. Parce qu'il y a une trentaine d'années, il y avait un autre vampire, je ne sais plus comment il s'appelle, Christophe? Peut-être Christophe avec un K. Mathias a renversé Christophe. Christophe était du genre à faire profil bas. C'était un vampire qui vivait très bien de manière souterraine et il était ravi comme ça. Et Mathias ne supportait plus d'être freiné dans ses pulsions et donc il l'a renversé. Et Mathias envisage vraisemblablement l'apocalypse vampire, donc de débarquer à la surface, de tuer tout le monde et de faire des humains ses esclaves pour les réserves de nourriture ou des esclaves sexuels, puisque Mathias a un faible pour les femmes humaines, étant donné qu'il a violé la mère, il a violé la mère de Declan, et c'est de cette union que Declan est né. Bref. Donc, la scientifique, elle explique tout ça à Jill, et elle lui dit que ce qui était prévu, c'est qu'ils ont quelqu'un, une humaine, qui est infiltrée déjà chez Mathias depuis plus d'1 an, et qui est devenue sa favorite, entre guillemets. Et le but, c'était de lui injecter à elle la belladone pour qu'elle tue Mathias quand il s'abreuverait de son sang. Forcément, ça a foiré puisque c'est Jill qui a la belladone dans son sang. Il n'y a pas d'autre échantillon, ça n'existe pas. Et le scientifique est mort puisque Declan l'a tué. Donc ça va remettre un certain temps pour refaire ce poison. Donc la scientifique et le père de Declan expliquent tout ça à Jill et lui proposent deux options. Soit elle prend la place de la nana qui a déjà infiltré le clan de Mathias. Donc elle devient l'appât. Et elle tente de tuer Mathias, sachant que c'est pas garanti que ça fonctionne, donc elle va peut-être mourir pour rien, ou prendre l'antidote qui permettrait d'éliminer la belladone de son organisme et retourner à sa vie normale. Alors évidemment, j'y ai pas cru une seconde, j'avais bien raison, puisque Gillian va prendre l'antidote avec elle, va retourner dans sa chambre et va demander à Declan de rester un petit peu, lui demander ce qu'il en pense, etc. Parce que je vous rappelle que Declan, il est en mode émotion on, comme dans Vampire Diaries, vous savez, quand ils éteignent leurs émotions. Bah lui, c'est le sérum qui fait qu'il éteint ses émotions. Donc là, vu qu'il l'a pris, il a ses émotions qui sont exacerbées. Et clairement, il y a un truc qui se passe entre eux. Je passe le côté syndrome de Stockholm et l'attirance immédiate. J'ai tendance à me dire que peut-être qu'avec tous ces événements et toute l'adrénaline, etc., il y a un moment donné où il faut que la pression se relâche. Et Gillian a décidé que le seul truc qu'elle pouvait contrôler, c'était d'offrir son corps à Declan. Elle en a envie, elle le fait, point, bref. Et donc Declan lui dit, mais évidemment, prends l'antidote, t'es pas sûr que la belladone fonctionne sur Mathias, tu risques de mourir pour rien, prends l'antidote, c'est la meilleure chose à faire. Donc Gillian, qui avait pas envie clairement de mourir, se sent un peu plus rassurée et légitime dans sa décision, et donc Declan lui injecte l'antidote. Évidemment, c'est pas un antidote. Ils lui ont menti, c'est un sérum qui stabilise le poison dans son organisme et qui lie de manière permanente le poison à son sang. Donc désormais, elle ne peut plus se débarrasser du poison. Declan décide de l'emmener à l'hôpital, de s'enfuir avec elle pour tenter de la soigner autrement, avec la complicité de Nolan, qui déboule dans la chambre au moment où elle est en pleine crise parce qu'elle pense qu'elle rejette la belladone alors qu'en fait c'est tout l'inverse.
Sauf que ils sont rattrapés par des cerfs de sang, ils ont un accident de voiture, et évidemment, Jill est enlevée par les méchants et amenée à Mathias. Pas de bol. Alors, soi-disant, Declan est mort. Bon, clairement, j'y crois pas non plus. On va forcément le retrouver à un moment donné, d'autant plus que c'est le fils de Mathias, même si, apparemment, Mathias n'est pas au courant que Declan est son fils. Mais il sait qui est Declan, il sait que c'est un chasseur de vampires, il connaît le personnage, il a entendu parler, il connaît les rumeurs, mais vraisemblablement, il sait pas que c'est son fils, biologique en plus. Et manque de bol, Mathias est au courant que Jill possède la belladone et qu'elle est là pour le tuer. Enfin, concrètement, elle n'a rien demandé, hein, elle a été enlevée, donc voilà. Mais il est au courant. Et la raison pour laquelle il est au courant, c'est parce qu'il y avait une taupe infiltrée dans le centre, là où il y a tous les scientifiques qui bossent. Et je vous le donne en mille, la taupe, c'était Nolan, le mec super gentil depuis le début avec elle, et blablabla. Bref. J'en suis là dans l'histoire. Mathias, qui ne croit qu'à moitié au potentiel meurtrier de la belladone, décide de proposer à un de ces vampires de goûter Gillian. Il se trouve que c'est un vampire qui vraisemblablement complotait contre lui, donc si le poison fonctionne, il en a rien à faire en fait. Et j'en suis là. Au niveau des personnages, pour l'instant, rien de plus, si ce n'est que j'apprécie le développement de Declan qui commence au fur et à mesure à avoir des sentiments, à éprouver des émotions, et la façon dont son personnage grandit, même s'il est déjà à l'âge adulte, ils ont 28 ans à peu près tous les deux. Jill me paraît... Enfin, j'ai pas grand chose à vous dire d'elle, c'est un personnage pour l'instant qui est assez banal, j'ai hâte de voir un petit peu son évolution plus tard. Les personnages secondaires me font à peu près ni chaud ni froid. Le style, c'est toujours le même. Et pour l'instant, ben, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. J'ai envie de savoir ce qui va se dérouler. Je suis hypée et happée par l'histoire. Donc au niveau intérêt, on est plutôt pas mal. J'ai lu le deuxième tiers très très vite. Donc je pense qu'il y a moyen que je réussisse à finir le tome 1 ce soir et à vous en reparler peut-être demain. Et puis voilà. Pour l'instant, c'est tout. Je pense que mon avis final sera mitigé. Faut voir aussi où va aller le tome 2. Parce que pour l'instant, vu la façon dont on tourne le tome 1, je n'ai absolument pas la moindre idée de ce qui va pouvoir se passer dans le tome 2. Donc on verra. Je vais vous laisser là pour l'instant. Comme dit, mon avis reste le même. Il est plutôt bon, mais c'est pas excellent. Je parle de mon avis, je parle pas du livre. Mon avis est plutôt bon, j'ai un bon feeling, mais c'est pas non plus l'histoire du siècle. On verra la tournure des événements. On verra comment se termine le tome 1. Je pense que ça donnera déjà une meilleure idée déjà de ma note finale pour le tome 1, c'est sûr, puisque je le noterai quand j'aurai terminé de le lire. Et puis mon engouement pour la lecture du tome 2. Et voilà. Et je vous retrouverai du coup quand j'aurai, je pense, terminé le tome 1. Je suis avachie dans ma voiture, prête à aller au boulot d'ici une dizaine de minutes. Enfin, je suis arrivée sur le parking du boulot. Et je vous reprends maintenant pour vous dire... L'anglais est pas génial, mais vous êtes calé sur mon volant, c'est pour ça que c'est bizarre. Je vous reprends maintenant pour vous dire que j'ai effectivement terminé le tome 1 de Belladone hier soir. Donc je vous ai parlé hier soir et j'ai réussi à le finir. Ça se lit à une vitesse, c'est impressionnant. Alors, pour vous raconter un petit peu la fin de l'histoire, je vous avais laissé, et j'avais laissé notre héroïne, Jill, dans les mains de Mathias, le soi-disant père de Declan, responsable de sa conception durant un viol. Il avait violé sa mère, etc. Et c'est le gros méchant, c'est l'homme à abattre, etc. Et ben en fait non, surprise. Ce n'est pas lui, le gros méchant de l'histoire. Ce n'est pas le père de Declan. Il n'a jamais violé sa mère. Il n'a pas besoin de violer des femmes pour coucher avec elles. C'est un vampire qui se nourrit de sang et de sexe et qui a différents partenaires, peu importe leur genre. Et donc il n'a pas eu besoin de violer... il n'a jamais eu besoin de violer qui que ce soit. On découvre également que Christophe, l'ancien roi vampire, dont je vous ai parlé, en fait, c'est lui, le gros méchant. Et Christophe et Mathias, évidemment, son frère. Et Christophe a un jour sacrifié une enfant, un bébé, un bébé, une très jeune fille, d'Empire. Donc,
le même genre que Declan, parce qu'il est dit d'après une légende que le sang d'une enfant d'Empire rendrait les vampires immortels. Parce qu'à l'heure actuelle, ils peuvent être tués. L'argent, la belladone, il y a d'autres, leur arracher le cœur aussi, vraisemblablement ça marche. Il y a des moyens de tuer les vampires, mais le fait de consommer le sang d'un bébé, d'une jeune fille d'empire et pas vampire, rendrait les vampires immortels. Donc, et donc à l'époque, il y a très longtemps, parce que je crois que Mathias a à peu près 400 ans, Christophe a effectué ce rituel et il a obligé son frère Mathias à boire également le sang d'une enfant d'Empire. Donc techniquement, ils sont tous les deux immortels. Mais genre immortels. Et on découvre que Monica Gray, donc, qui est le médecin, la scientifique dont je vous parlais, qui est en fait à la tête du projet, elle travaille pour cet organisme qui s'appelle Amontaro, ça, je sais plus comment ça s'appelle, qui est un truc de vampire, un groupe de vampires qui cherche à atteindre l'immortalité, donc à travers la consommation du sang d'une jeune fille d'Empire. Et donc c'est pour ça qu'elle fait des expériences sur les vampires et qu'elle fait procréer des vampires avec des femmes humaines. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a deux types de vampires. Il y a les vampires normaux, qui ressemblent à des humains normaux comme Declan, voilà, et là ça pose ça pose pas de problème spécialement. Et il y a les vampires qui sont monstrueux et qui naissent, ils ont déjà des griffes quand ils naissent et qui tuent systématiquement la mère, puisqu'ils se feraient un chemin comme dans Twilight, je crois, où il est mention de ça. Il se ferait un chemin à travers l'utérus de la mère et du coup la mère meurt systématiquement à la naissance. Il se trouve que Mathias, quelque temps avant que Jill ne débarque, il avait une amante régulière, une jeune femme qu'il aimait vraiment beaucoup. Et cette jeune femme s'est enfuie parce qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Et elle refusait que Mathias lui demande d'avorter, puisque c'est ce qui se passe systématiquement, étant donné qu'un enfant d'Empire, une fois sur deux, même, il y a plus de chances que le vampire soit un monstre qu'un enfant, entre guillemets, normal. Il n'est pas normal, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il lui aurait demandé d'avorter. Elle s'est enfuie. Et c'est Monica, donc le docteur Gray, qui l'a récupérée pour faire des expériences sur elle. Enfin, utiliser éventuellement ce futur bébé. On découvre également on découvre qui était la taupe au sein du clan de Mathias. Cette taupe s'appelait Karen et c'est une des femmes qui les ont agressés quand ils étaient à la station-service, là au début du roman. Et en fait, elle a retourné sa veste. Elle était, au départ, elle voulait tuer Mathias. Elle veut toujours tuer Mathias, mais elle travaille désormais plus que pour elle-même. Et du coup, elle donne pas les infos qu'il faudrait à Monica Gray. Et je crois qu'hier, je vous ai parlé de Nolan. C'est pas Nolan, c'est Noah qui s'appelle. Et donc Noah travaille effectivement pour Mathias, enfin travaille. Il n'a pas vraiment eu le choix d'après ce que j'ai cru comprendre. Il fournit des informations à Mathias mais il lui donne pas non plus toutes les infos. Voilà, en gros, Declan finalement n'est pas mort, évidemment. Donc on a une scène aussi dans laquelle, alors Mathias, comme tous les autres vampires, a énormément de mal à résister à Jill et à la belladone qui court dans son sang, mais il décide de faire une expérience. Il ne peut pas faire l'amour sans consommer le sang de son amante, puisque l'un ou l'autre. Parce que pour lui, c'est l'expérience ultime et au niveau plaisir, etc., c'est décuplé. Donc, il décide de tenter de coucher avec Jill pour, pas s'immuniser, mais voir s'il est suffisamment fort pour résister à son sang. Les vampires dans cet univers, les vampires qui sont très âgés, ont la capacité de manipuler jusqu'à un certain point les émotions, les pensées de leurs victimes humaines. Et du coup, Mathias tente de détendre au maximum Jill pour pas qu'elle accepte de coucher avec lui, mais pour qu'elle y prenne du plaisir. Le problème, c'est que Jill, elle sent bien qu'elle est manipulée, elle refuse de coucher avec Mathias, parce qu'elle vient d'apprendre que Declan vient de mourir, et puis tout simplement parce qu'à ce moment-là, elle pense encore que Mathias, c'est le gros méchant. Sauf que c'est pas si simple. Mathias lui dit lui-même qu'il ne la manipule. Il ne l'a pas manipulée pour qu'elle accepte de coucher avec lui, simplement pour
qu'elle soit un peu plus calme et un peu plus détendue. Donc, concrètement, alors finalement, ils couchent pas ensemble. Hein. Mathias s'arrête avant parce que Jill l'accuse de viol. Mais du coup, c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'en fait, il a jamais violé la mère de Declan, et donc ce n'est pas le père de Declan. Par contre, le père de Declan, je vous le donne en mille, c'est Christophe. Et la mère de Declan, qu'on croyait tous morte et enterrée depuis 30 ans, c'est le docteur Monica Gray. Et elle fait des expériences, elle essaye de créer des vampires pour faire revenir Christophe, que Mathias a enfermé, parce que c'est son frère et que malgré tout, il ne pouvait pas le tuer, et en même temps parce qu'il ne peut tout simplement pas le tuer, étant donné qu'il est immortel, vu qu'il a bu le sang d'une enfant vampire. Voilà. Alors, on se retrouve... Ah oui, alors du coup, l'ex-copine là, de Mathias, elle a accouché, et elle a accouché d'une enfant vampire normale. Donc, on se retrouve de nouveau dans le centre avec Mathias, Declan, Jill et Noah, qui leur file un coup de main, à essayer de récupérer cet enfant, parce que Mathias, vraisemblablement, va être un papa poule, et veut absolument sauver sa fille des griffes de Monica Gray, donc la scientifique, parce qu'il sait très bien qu'elle va l'offrir en pâture au groupe de vampires là qui veulent devenir complètement immortels. Donc ils essayent de sauver sa fille. Ils se retrouvent coincés. Declan, qui n'a pas pris son sérum depuis très longtemps, se retrouve piégé par son père, qui lui injecte une nouvelle dose de sérum différent sur lequel il travaille depuis des années, et qui cette fois-ci normalement devrait être permanent. Parce que je vous rappelle que jusqu'à présent, il était obligé de s'injecter toutes les 3 heures. Là, vraisemblablement, une dose de sérum lui permet de contrôler ses pulsions ad vitam aeternam, et donc de devenir un robot, une machine. Et Mathias, pour tenter, dans un geste désespéré, de sauver sa fille, décide de mordre Jill, et donc de se suicider. Sauf que, je vous rappelle qu'il est immortel. Donc à mon avis, on va forcément le revoir dans le tome 2. Et du coup, ça présage, et là je suis un peu dubitative, ça va présager, je pense, d'un triangle amoureux entre Jill, Declan et Mathias. Je suis pas sûre d'apprécier la tournure des événements pour l'instant. Bref, globalement, à la fin de l'histoire, Monica Gray se fait déchiqueter par un des vampires monstrueux qui restait encore dans l'enceinte de l'établissement. Noah a reçu une balle, mais il est soigné. Le père de Declan est mort aussi. Il s'est fait aussi agresser par le vampire monstrueux. Et Jill s'enfuit avec la fille de Mathias qu'elle a promis de protéger. Et Declan s'enfuit avec elle parce que malgré le sérum, il est bien conscient que on ne peut pas lui demander de faire des choses contre lesquelles, en lesquelles il ne croit pas. Et que même s'il a plus d'émotions à l'heure actuelle, il est encore capable de prendre ses propres décisions, et tout ce qu'il veut, c'est Jill. Donc il s'enfuit avec elle, et le tome 1 se termine comme ça. Donc je lui ai mis 13 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads. Je vous l'ai dit, c'était moyen plus, mais moyen. Non, pas moyen plus, mais pas plus. Voilà, j'ai mis que des notes moyennes entre 7 et 6. J'ai mis 8 à l'intrigue parce que j'étais vraiment intéressée par l'histoire et que ça se lit à une vitesse phénoménale. Et je vais commencer le tome 2 du coup ce soir quand je rentrerai à la maison, et je vous en reparlerai à ce moment-là. Je pense quand j'aurai atteint de nouveau le premier tiers. À tout à l'heure. Chose promise, chose due, sauf qu'on n'est pas vraiment le soir, enfin si on est le soir, mais j'ai profité de ma permanence au musée pour lire la première partie, le premier tiers du tome 2 de Belladone. Du coup, je vais pouvoir vous en dire un peu plus, et avec un peu de chance, je vais réussir à lire la deuxième partie, le deuxième tiers, avant d'aller me coucher ce soir, et il ne me restera plus qu'une petite centaine de pages pour demain. Et j'aurai fini. Ce serait cool. Bref. On démarre ce tome 2 seulement 2 semaines après le début des événements du tome 1. Donc tout s'est enchaîné très vite. Je ne vais pas vous faire le récap, hein. Vous êtes en train de visionner cette vidéo, donc vous avez, je pense, les informations assez fraîches dans votre tête. Alors, Declan et Jill sont en fuite. Ils ont largué le bébé dans un endroit sûr que Gillian ignore. Gillian ne sait pas où est le bébé. Elle sait qu'elle est en sûreté, mais elle ne sait pas où, puisque Declan refuse de lui dire. Il a peur que quelqu'un, un vampire pourrait très bien récupérer l'information en
manipulant l'esprit de Gillian, donc il préfère ne pas lui dire. Tout ce qu'elle sait, c'est que le bébé est en sûreté. Ils attendent Noah, qui est censé les retrouver dans un bar pour leur donner un peu plus d'informations sur comment faire pour que la belladone ne tue pas Gillian et comment faire pour que le sérum que Declan a reçu et qui est censé annihiler ses sentiments, ses émotions pour toujours, ne le fasse pas, globalement. Malheureusement, Noah n'a pas vraiment de réponse. La seule information qu'il peut leur apporter, c'est que, devinez quoi, Mathias est en vie. Waouh, la grosse révélation de ouf à laquelle personne ne s'attendait. Bon, ça paraissait assez évident, c'était un vampire immortel. Vraisemblablement, le fait d'avoir bu la belladone dans le sang de Gillian lui a ôté cette immortalité, et donc il reste toujours un vampire, mais il est en train de mourir à petit feu. C'est embêtant. Après, c'est pas non plus quelqu'un de particulièrement indispensable, si ce n'est que c'est vraisemblablement le seul vampire assez puissant à l'époque pour vaincre son frère Christophe. Et maintenant qu'il est plus immortel, ça paraît compliqué, surtout il commence vraiment à être... il est très affaibli. Mais ils ont une solution. Declan, ça fait une semaine qu'il fait des recherches sur les vampires qui lui ressemblent pour savoir un petit peu ce qu'il en est, puisque à l'époque son père adoptif l'empêchait d'obtenir des informations. Il ne voulait pas que Declan se pose trop de questions. Maintenant c'est le cas et ils ont réussi à trouver une vampire. Et apparemment, donc je vous ai expliqué cette histoire d'enfants vampires femelles qui générerait l'immortalité chez les vampires. Oh là, je me mélange les pinceaux. Chez les vampires, et c'est comme ça que Christophe et Mathias sont devenus immortels. Christophe a assassiné sa propre fille et a obligé son frère à boire son sang avec lui, et ils sont devenus immortels. Apparemment, ça ne marche qu'avec une vampire âgée de moins de 2 ans. Et là, la vampire que Declan a trouvée, qui serait une vampire entre guillemets normale, comme lui, elle a plus de 30 ans. Et apparemment, c'est un peu l'âge critique, la trentaine. C'est à partir de ce moment-là que les vampires deviennent des monstres ou deviennent fous. L'un dans l'autre, c'est un petit peu la même chose. Et le problème, c'est que cette vampire serait retenue prisonnière dans un parc d'attractions possédé et géré par un clan de vampires. Ils décident d'aller sur place pour enlever et sauver cette vampire. Mathias fait partie de la bande, ils sont tous les 4 maintenant. Declan est au courant de ce qui s'est passé entre Mathias et Jill, il n'est pas vraiment ravi. D'ailleurs, le sérum que son père lui a injecté fait pas tellement effet, puisque on assiste de nouveau à une scène un peu olé olé entre Gillian et Declan, sauf que ils vont pas au bout parce que Declan commence à ressentir une envie irrésistible de trucider Gillian. Notamment à cause de l'odeur de son sang. Donc il semblerait que la belladone sur les vampires ne les tue pas, mais leur donne envie d'assassiner Gillian. Alors là, il y a eu une incohérence dans l'histoire, puisque à un moment donné, Gillian nous dit, c'est elle qui raconte l'histoire, donc on est de son point de vue, et elle dit que il y a un scientifique qui était censé les aider et qui a injecté le sang de Gillian avec la belladone à Declan pour tenter de le tuer. Je n'ai absolument aucun souvenir de cette scène dans le tome 1. Et je viens de le lire. Donc soit ça m'est complètement passé au-dessus de la tête, soit c'est une erreur de la part de l'autrice. C'est une possibilité. Bref. En tout cas, vraisemblablement, le sang de Gillian ne tue pas les vampires, mais leur donne envie de l'assassiner. Génial. Et donc là, le problème, c'est que ça y est, Christophe est réveillé. Les anciens cerfs de sang de Mathias l'ont tous trahi. Et celui en qui il avait confiance et à qui il avait confié l'endroit où il cachait la clé de la cellule de son frère est venu la récupérer. Dans des circonstances absolument atroces. On assiste à une scène d'une violence et à un level de ketchup absolument dégueulasse. Mais bon, c'est une histoire de vampire un peu cracra. Hein. C'est pas des vampires tout beaux, tout gentils, tout mignons. Bref, j'en suis à peu près là dans l'histoire. Christophe vient de se réveiller. Il va commencer à vouloir traquer tous les vampires
qui sont contre lui et principalement son frère pour l'assassiner. Et du coup, ils vont devoir repartir en cavale, je suppose, tout en gardant à l'esprit que Gillian, elle recommence à faire des crises. Donc, à moins... Pour l'instant, la solution provisoire, c'est qu'elle continue à s'injecter l'agent stabilisant que Monica Gray lui avait fait prendre en lui faisant croire que c'était l'antidote dans tome 1. Là, pour l'instant, c'est la seule option qu'elle a pour que le poison ne la tue pas, tout de suite. Mais elle sent bien qu'elle est en train de mourir, elle aussi, à petit feu. Et Declan, qui a toujours cette histoire de sérum, qui commence à s'inquiéter de devenir un vampire violent, fou, monstrueux. Voilà. Donc on a ces trois histoires. Enfin, trois histoires. Trois intrigues dans l'histoire. Ce que je craignais au niveau du triangle amoureux pour l'instant n'est pas en train d'arriver. Je ne sais pas si ça arrivera réellement à un moment donné, vu l'action et vu les rebondissements et pas le suspense, mais disons qu'ils sont vraiment dans la mouise et je pense pas que... Ça m'étonnerait que l'autrice réussisse à caser un moment de calme suffisamment long pour traiter ce sujet-là. Donc... Je m'inquiète un peu moins. Le style est toujours le même, j'ai toujours un petit problème avec la traduction. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose de plus positif à dire que par rapport au tome 1, et je n'ai rien non plus de plus négatif à dire par rapport au tome 1. En tout cas, sur cette première partie. À part ce côté... cette information-là qui nous est donnée et qui sort de nulle part et dont je me souviens absolument pas que ça s'est passé dans le tome 1. Donc, bref. Je vais reprendre ma lecture et puis je vous retrouverai peut-être un peu plus tard ce soir si j'y arrive, mais ça m'étonnerait parce que je suis très fatiguée. Et sinon, peut-être demain ou peut-être lundi. Ce sera la surprise. J'ai fini la deuxième partie du tome 2. On est un peu plus tard. Je suis toujours au même endroit. J'ai juste changé de position. Alors, je vais essayer de ne pas me faire tomber le téléphone sur le coin du nez. J'ai un problème avec le personnage de Jill, qui prend des décisions toutes plus égoïstes les unes que les autres. J'ai oublié de vous en parler au récap de la première partie, mais à la fin de la première partie, Noah est extrêmement grièvement blessée et elle demande à Mathias de le transformer en vampire pour lui sauver la vie. Sauf que Noah n'a rien demandé. Noah, à l'époque, a été accueilli à bras ouverts par Declan quand il a intégré... l'établissement scientifique dans lequel ils se sont retrouvés tous les deux. Et ils sont devenus proches, amis. Et Declan déteste les vampires. Et quand je dis déteste, c'est un euphémisme. Gillian décide de demander à Mathias de transformer Noah en vampire. En petite partie... Oula. En petite partie parce que... elle l'apprécie et elle n'a pas envie de le perdre, mais principalement parce que c'est leur principale source d'information et la seule personne qui peut éventuellement les aider, elle avec la belladone, Declan avec son sérum, et patati et patata. Décision donc absolument égoïste. On va finir par rencontrer Christophe à un moment donné, qui a enlevé les nièces de Gillian pour la faire chanter, pour l'obliger à faire quelque chose. Et en l'occurrence, ce quelque chose, c'est assassiner le vampire qui est à la tête du clan des je sais plus quoi là, le clan de ceux qui veulent devenir immortels en buvant le sang d'une jeune vampire femelle de moins de 2 ans. Ils veulent faire comme Christophe a fait avec Mathias à l'époque. Et voilà. Et donc Christophe demande à Gillian, en échange de la libération de ses nièces, de tuer
de faire boire son sang à Alex, qui est donc le chef des vampires, le chef de ce clan-là. Gillian n'a pas envie, elle n'a pas envie de devenir une tueuse, mais elle doit sauver ses nièces, et elle accepte de tuer Alex à condition que Christophe transforme Declan en vampire. Parce que Christophe a récupéré Jade, qui est la vampire qui était soi-disant séquestrée dans le parc d'attractions. Et en fait, Declan et Gillian se sont disputés à cause de sa décision de transformer Noah en vampire, de faire transformer Noah en vampire. Ils se sont séparés, Declan est parti. En plus de ça, il a eu un nouvel épisode de violence où il a failli la blesser. Donc il a préféré partir définitivement pour ne plus la blesser. Et voilà. Et donc il était censé partir à la recherche de Jade pour éventuellement discuter avec elle, essayer de comprendre ce qui pourrait lui arriver. Christophe a récupéré Jade, ce faisant il a également récupéré Declan, et Declan a demandé à Christophe de protéger Gillian, de la laisser partir, en échange de quoi il le laisserait le tuer. Et en l'occurrence, il le tue de manière douce, il l'euthanasie, ils l'ont empoisonné. Ils sont en train de l'empoisonner, et Gillian arrive, Declan est en train d'être... il est perfusé, et il est en train d'être empoisonné. Et du coup, Declan réussit à lui faire ses adieux, plus ou moins. Il lui explique que c'est sa décision, etc. Et Gillian décide de demander à Christophe de transformer Declan en vampire. Mais quelle conne! Je vous rappelle que Declan déteste, en majuscule et ce que vous voulez, les vampires. Il abhorre ces créatures, il les hait, c'est dans sa nature. Il a été élevé comme ça, et même encore aujourd'hui, alors qu'il est conscient que la façon dont il a été éduqué était un endoctrinement, il déteste toujours autant les vampires. Notamment parce que c'est à cause de l'existence des vampires que Gillian se retrouve embarquée dans cette situation. Bref. Et elle décide que qu'elle veut lui sauver la vie, alors que il l'a demandé à être euthanasié, parce que oui, je vous ai pas dit, mais en fait, Mathias a annoncé à Gillian qu'il y avait effectivement une solution pour sauver Declan et faire de lui de nouveau un homme... faire en sorte que le sérum ne le transforme pas en vampire absolument monstrueux. Et on a découvert que en fait, cette solution existait bien, mais que la seule solution, c'était de faire de lui un vampire. Chose qu'il n'aurait jamais acceptée, puisqu'il déteste les vampires. Vous avez compris le principe, je crois. C'est bon, je peux peut-être arrêter de le répéter. Bref. Donc on en est là. Non, on n'en est pas là, on est un peu plus loin. Gillian accepte, du coup. Christophe accepte de faire de Declan un vampire, sachant que Christophe est le père biologique de Declan, et que en plus de ça, les vampires qui transforment, qui engendrent de nouveaux vampires, ont aussi un ascendant sur eux. Donc il va avoir un double ascendant, parce qu'il est son père biologique et en plus son créateur vampire. Mais bon, ça, Gillian, elle s'en rend pas compte au moment où elle lui demande, mais comme Christophe accède à sa demande, elle décide d'accepter d'aller tuer Alex, là, le chef du clan des soi-disant connards immortels qui veulent devenir immortels. Alex est propriétaire d'un club échangiste et elle le rencontre. Elle y va accompagnée par Noah, et elle y va en tant que cadeau offert par Christophe à Alex. Sauf que quand elle arrive, elle découvre que Alex est en fauteuil roulant. Il a été amputé des 2 jambes au niveau des genoux, et il n'a plus ses yeux. Dans cet univers, le soleil ne tue pas les vampires, mais il leur détruit la rétine, le soleil liquéfie les yeux des vampires et ils deviennent aveugles, ce qui les rend vulnérables, mais ça ne les tue pas, mais ça leur liquéfie les yeux. Miam. Et donc on apprend que en fait Alex est un ancien amant de Mathias, et que Mathias a entendu une rumeur selon laquelle Alex complotait contre lui pour faire revenir Christophe au pouvoir, ce qui était faux. Cependant, Mathias a puni
Alex en l'envoyant au soleil, donc c'est à cause de lui qu'il a perdu ses yeux. Et il s'est rendu compte ensuite de son erreur, mais c'était trop tard. Bref, Alex est toujours attaché à Mathias. Il est conscient que c'est pas n'importe qui comme vampire et que ses pulsions font partie de lui. Et il lui pardonne. Il lui a pardonné depuis longtemps. Ça lui a pris du temps, mais il lui a quand même pardonné depuis longtemps son excès de rage qui lui a coûté la vue. Et il tient toujours profondément à lui. Et du coup, donc il explique tout ça à Gillian. Il lui fait promettre d'aider Mathias coûte que coûte à renverser Christophe. Ce que Gillian promet sans trop de difficultés, puisque c'est concrètement ce qu'elle veut également. Et Alex se suicide. Il mord volontairement Gillian, il boit son sang et donc il meurt. Gillian là-dessus retourne dans la villa en bord de plage de Christophe, lui ramène la bague d'Alex qui était censée être la preuve qu'elle l'avait assassiné, ce qui s'est passé, sauf qu'elle l'a pas vraiment assassiné, il s'est suicidé, mais bon il est mort quand même, peu importe, le résultat est le même. Et donc Christophe est censé relâcher les nièces de Gillian, sauf que c'est la nuit, donc il lui dit en gros, on les laisse dormir et puis on s'en occupera demain matin. Les sbires de Christophe conduisent Gillian jusqu'à sa chambre. Seulement une fois à sa chambre, ils l'attachent à la colonne de lit et elle découvre qu'elle est enfermée dans la même pièce que Declan. Declan le vampire, donc. Et on s'arrête là pour la deuxième partie. Donc, comme je l'ai dit, j'ai un énorme problème avec Gillian. My bad, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai dit que je ne pensais pas que l'autrice réussirait à trouver le temps de mettre un temps mort pour étudier un peu plus longuement l'éventualité d'un triangle amoureux. My bad. On a assisté à une scène entre Gillian et Mathias qui était très intéressante. Et j'aime énormément le personnage de Mathias. Je l'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, mon intérêt pour le personnage de Gillian, qui déjà n'était pas fameux dans le tome 1, a diminué, mais le fait qu'on voit plus Mathias ici, ça équilibre un petit peu. Au niveau du style, toujours rien de plus à vous dire. Par contre, je trouve qu'il y a énormément de répétitions, et je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent parce que j'ai oublié, tout simplement. Mais c'est le cas depuis le début, je trouve que l'autrice se répète énormément, et c'est pas juste parce que c'est le tome 2. Parce que déjà dans le tome 1, je m'en étais rendu compte qu'il y avait des répétitions. Elle va donner une information à un moment donné, et seulement quelques paragraphes ou un chapitre plus loin, elle va répéter exactement la même chose, comme si on avait déjà oublié ce qu'elle venait de nous dire. Dommage. Comme dit, si ça avait été une ou deux fois dans le tome 2 pour rappeler les événements du tome 1, ça m'aurait pas dérangé, mais là c'est vraiment quasiment systématique. Donc c'est un peu agaçant. Et en dehors de ça, je trouve que l'aspect... C'est lui le méchant, mais en fait non, c'est pas lui le méchant. Lui c'est un gentil. Enfin, c'est pas vraiment un gentil parce qu'il est quand même un peu méchant, mais bon, c'est pas le méchant. Ça commence à devenir un running gag dans cette saga, et autant, pourquoi pas, ça permet d'ajouter un peu de suspense. Et encore, je trouve que du coup ça devient lassant, et on comprend assez vite que en fait les gros méchants, enfin, les méchants qu'on nous présente comme étant des méchants sont en réalité pas les méchants. Donc ça gâche un petit peu le côté danger de l'histoire pour Gillian. Voilà. Donc j'en suis là. Là, vu la façon dont l'histoire se déroule, à mon avis, à moins que la fin soit vraiment extraordinaire, je pense pas qu'il aura je pense pas qu'il aura la même note que le tome 1. Je pense que la note sera légèrement moins bonne. Mais on verra. Je vais essayer de le finir. Alors je sais pas si je vais réussir à le finir. Il me reste 80 pages à peu près. Je sais pas quelle heure il est, 21h quelque chose peut-être. Je sais pas si j'arriverai à le finir ce soir. En tout cas, je ne pense pas que je vous reprendrai ce soir parce qu'il risque d'être un petit peu tard. Mais je vous l'ai déjà dit, mais par contre ça se lit à une vitesse vraiment phénoménale. C'est impressionnant la vitesse à laquelle les pages défilent. Voilà, du coup je commence à avoir mon bras qui tremble parce que le téléphone n'est pas spécialement lourd, mais j'ai le bras dans cette position depuis un moment déjà, presque 10 minutes. Donc je vais vous laisser là, et puis je vous reprendrai pour clôturer ce vlog, vous donner mon avis final sur le tome 2 et sur la série dans sa globalité. Et du coup je vous dis
je sais pas quand pour moi, mais à tout de suite du coup pour vous. Je vous reprends du coup pour clôturer mon vlog sur Belladone. Ça y est, je l'ai terminé ce matin. J'ai mis la note de 11 sur Livre Addict au tome 2. Globalement, c'était un 12 pour l'intégralité de la duologie. 3 étoiles sur Goodreads, 3,5. Donc c'est plutôt une moyenne haute, même si ça reste une moyenne. J'ai baissé ma note au niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue également, au niveau du tome 2, parce que, je vous l'ai dit, il y a énormément de répétitions. Pour vous raconter un petit peu la fin de l'histoire, puisqu'on est parti sur un vlog spoilant, je me souviens plus où je me suis arrêtée. Si, Gillian était enfermée dans une chambre avec Declan qui venait d'être transformé en vampire. Miraculeusement, Declan réussit à se maîtriser. Gillian lui avoue ses sentiments. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il réussit à l'emmener jusqu'à Mathias. Il découvre que Mathias a été torturé par son frère. Il a la cage thoracique ouverte. Son cœur lui a été retiré. Mais comme il est immortel, il n'est pas mort. Il ne peut pas mourir. Donc il souffre. Son cœur lui a été arraché. Declan décide d'aider Julian. Et en fait, c'était faux. Waouh, Declan ne faisait qu'obéir aux ordres de son père et de son sire, puisqu'il est également le roi des vampires, Christophe. Donc il a piégé Gillian pour qu'elle lui donne des informations, qu'elle lui explique que Alex s'était volontairement sacrifié, et que du coup il complote un petit peu pour renverser Christophe, etc., etc. Donc en fait, Declan est un méchant vampire. Mais en fait, non, c'était faux. Parce que il réussit à maîtriser plus ou moins les ordres. Enfin, les ordres, non. En fait, il est obligé d'obéir aux ordres que lui donne son père. Mais tout ce qui n'est pas un ordre direct donné par son père, il peut le faire. Donc il va quand même tenter d'aider Gillian d'une manière ou d'une autre, jusqu'au moment où elle va se faire prendre, évidemment. Ils vont tous se faire prendre. Et Christophe, pour se venger, va ordonner à Noah de mordre Gillian, chose qu'il ne va pas faire puisque Declan va réussir à l'en empêcher, mais Christophe va ensuite ordonner à Declan de mordre Gillian, ce qu'il va faire puisqu'il n'a pas le choix, il est obligé de lui obéir. Heureusement, waouh, comme par magie, la création d'un d'empire en vampire est strictement interdite par une loi instaurée par Christophe lui-même, puisque les vampires transformés en vampires sont des vampires extrêmement puissants qui peuvent résister au soleil et apparemment aussi à la belladone. Comme ça nous arrange bien. Donc Declan ne meurt pas, malgré son ingestion de la belladone au sang de Gillian. Tout est bien qui finit bien, plus ou moins. Gillian réussit à blesser Christophe. Elle réussit à le poignarder, à lui trancher les cordes vocales, ce qui fait qu'il ne peut plus donner d'ordre à Declan. Qui en profite pour l'emmener dehors, ce qui lui crame les yeux, donc Christophe devient aveugle. Mathias réussit à prendre la place de son frère jumeau. Et à se faire passer pour lui, puisque ces sujets veulent que Christophe soit sur le trône. Donc comme ils sont jumeaux identiques, je ne sais même pas si je vous l'avais dit ça, ils sont jumeaux strictement identiques, donc il va faire croire qu'il est Christophe pour continuer à régner. Gillian récupère ses nièces, elle laisse Sarah, la fille, le bébé de Mathias, avec son père, puisque vraisemblablement c'est là qu'elle est le plus en sécurité, et elle s'en va avec Declan, qui peut donc résister à la lumière du soleil, et elle va ramener ses nièces à sa sœur. Declan lui dit qu'il vaut mieux qu'ils se séparent parce que elle est plus en sécurité sans lui, il vaut mieux qu'elle retourne à sa vie normale, ce qu'elle fait même si elle est très triste. Et en arrivant chez sa sœur, elle est contente, elle rend ses nièces à sa sœur et elle réalise que en fait elle n'a pas envie de cette vie-là, que ce serait une vie confortable effectivement, mais qu'en 2 semaines elle a tellement changé et du coup elle s'en va et finalement Declan la rattrape, lui avoue qu'il est lui aussi amoureux d'elle et ça se termine comme ça. Il était temps, petit navire, que ça se termine. Parce que j'ai apprécié la vitesse à laquelle j'ai tourné les pages. Ça se lit, je vous l'ai déjà dit, très très vite. J'ai aimé le développement de certains personnages, le fait que Declan, au départ, est cet être humain, enfin, à moitié humain, à moitié vampire, donc d'empire, dépourvu d'émotions et de sentiments et de tout ce qui s'ensuit, qui apprend à éprouver des sentiments, des émotions, qui apprend à aimer, qui apprend le désir, qui apprend la peur, qui apprend la colère, etc. Ça, c'était intéressant. J'ai aussi apprécié le fait que Mathias ne soit pas le vrai méchant dans le tome 1 et qu'on apprenne
à découvrir un petit peu plus son personnage. Je l'ai beaucoup aimé, il m'a un petit peu touchée. Par contre, on découvre également à la fin qu'en fait Mathias, depuis le début, il se la jouait un petit peu à la Jack Sparrow, c'est-à-dire qu'il avait tout prévu, tout anticipé, et en fait tout s'est déroulé selon ses plans. Donc il avait déjà prévu dès le départ de prendre la place de son frère, etc. etc., etc. Pour moi, ça n'a aucun sens, parce que clairement, on sent qu'il tient à sa fille, et il l'a volontairement mise en danger à un moment donné. Et soi-disant, c'était prévu depuis le départ, ça m'étonnerait. Le fait que Gillian ait pris à 2 reprises la décision de transformer quelqu'un qu'elle soi-disant aime, quelqu'un qu'elle soi-disant aime, oh non, purée, je vais y arriver, en vampire, alors que c'était pas du tout dans leur volonté à eux, pareil, ça m'a insupporté. Et puis, je reviens toujours sur les points que je vous ai mentionnés précédemment. La traduction est mauvaise, le style de l'autrice n'a rien de remarquable, et en plus, il est bourré de répétitions, d'éléments que l'autrice a déjà mentionnés précédemment, et pas uniquement d'un tome à l'autre. Et elle essaye de nous faire gober des infos sous couvert de souvenirs vécus par les personnages précédemment, sauf qu'on n'a assisté à aucun moment à ces événements, donc pas du tout crédible. Gros manque de logique. C'est pas une histoire, je pense, qui va rester longtemps dans ma mémoire. 12, c'est une note moyenne haute, mais moyenne quand même. Je vais pas garder cette intégrale dans mes bibliothèques, je pense. J'en suis même sûre. C'était une histoire de vampire, mais c'est pas la meilleure histoire de vampire que j'ai lue. Concrètement, en même temps, malheureusement pour elle, Mitchell Rowan est passée 2 mois, 3 mois après J. Christophe et l'Empire du Vampire. Il y avait peu de chances d'atteindre le niveau d'un de mes auteurs favoris. Mais voilà, ça faisait un moment qu'il était dans ma pile à lire, je suis contente de l'en avoir sorti et ça m'a permis de vous faire de nouveau cette vidéo de série intégrale. Libre à vous de lire cette série si ça vous intéresse, sachez que ça se lit très vite, mais bon, vous avez assisté à ce vlog totalement spoilant, donc je suis pas sûre que vous ayez envie de découvrir une histoire dont vous connaissez déjà les tenants, les aboutissants et tout ce qui s'ensuit. C'était sympa, ça m'a distrait, mais maintenant j'ai envie de passer à autre chose et j'ai hâte de passer à ma lecture suivante. Donc je vais, je pense, vous laisser sur ces belles paroles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!